Ben, écoutez, aujourd'hui, nous recevons Daniel Chapira, qui est syndicaliste, et sans tarder, je vais lui demander s'il veut bien se présenter. Oui, alors entre autres, j'ai été pendant près de 25 ans le représentant d'information ouvrière dans les congrès confédéraux de la CGT et j'ai assisté à d'autres congrès fédéraux, des cheminots, de la métallurgie, de la fer. Donc, c'est à ce titre que j'ai été amené à écrire pour les cahiers de l'Observatoire social de la libre pensée. Donc, effectivement, tu as publié dans les cahiers de l'Observatoire de la libre pensée, avec d'autres militants d'ailleurs, les militants de Solidaire et de Force ouvrière, une analyse sur le mouvement syndical contre la réforme des retraites. Quel bilan tu en tires? Alors, il est évident que tirer le bilan un an après nécessite de tenir compte de l'actualité. Et depuis 15 jours, on voit ce mouvement des agriculteurs rejoint lundi par des chauffeurs de taxi qui bloquent tous les axes de circulation du pays et qui affolent la Macronie au plus haut sommet de l'État. Alors, mon propos n'est pas de parler de ce mouvement des agriculteurs qui veulent vivre dignement de leur travail, qui veulent un revenu garanti, qui ne veulent plus des traités de libre-échange, mais j'évoque ce mouvement parce qu'il permet de revenir sur le mouvement des retraites à la lumière de la crise actuelle. Parce que pendant le mouvement des retraites, on a assisté dans la première phase à des manifestations de près de millions de travailleurs pour le retrait de la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale de toutes les confédérations. Et il faut enregistrer que l'unité des confédérations s'était à l'époque faite sur le mot d'ordre de retrait. C'était pas un détail parce que dans des mouvements précédents, le mot d'ordre de retrait qui signifie un choc frontal avec le gouvernement n'était pas et de loin pas une chose évidente puisque ça avait été l'enjeu de discussions âpres pendant des semaines et des semaines. Là, d'emblée, ce mot d'ordre a fait l'unité de tout le monde. Donc, la première phase du mouvement, je dirais jusqu'à début mars, a été marquée par cette mobilisation d'ampleur. Mais il y a eu un tournant en mars. Un tournant en mars parce que, à ce moment-là, tout le monde comprenait bien que la succession de manifestations ne suffisait plus pour faire reculer Macron, qui avait d'ailleurs lui-même dit que seul un blocage du pays pourrait le faire céder. Et là, il y a eu une discussion, je dirais, âpre dans le mouvement syndical, puisqu'en particulier dans la CGT, dès le 2 mars, plusieurs fédérations syndicales, les ports et docks, les cheminots, verre et céramique, mines, énergie, notamment, se sont réunis et ont appelé à ce qu'ils ont appelé la grève reconductible jusqu'à satisfaction. Et d'ailleurs, il faut enregistrer que cet appel à un blocage de la production, à un blocage du pays, s'est traduit dans un certain nombre de secteurs, en particulier les méthaniers, les salariés des stockages de gaz, qui ont bloqué et qui ont été pour certains en grève pendant 6 ou 7 semaines d'affilée. Mais contradictoirement à cet appel, les sommets des confédérations, et alors bien sûr au sommet de la CGT avec Martinez et toute une série d'autres fédérations, comme les autres confédérations, se sont de fait opposées à cette mobilisation. On pourrait citer en particulier la Fédération des transports qui contient l'aéroport de Paris, Air France, les transports urbains, les routiers, qui n'a jamais appelé en quoi que ce soit à la grève reconductible. Et ce choc, il s'est retrouvé dans la tenue du congrès confédéral de la CGT fin mars.
Le congrès de la CGT, à la suite du mouvement, n'a été visiblement pas une affaire très calme. Comment l'analysez-vous? Alors, euh, le congrès, c'est ce que j'avais écrit dans les précédents cahiers, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Le congrès a été historique parce qu'il a été marqué par ce que j'appellerais une triple défaite de Martinez et de la direction sortante de la Confédération CGT. Triple défaite parce que d'abord le rapport d'activité a été battu, ce qui est un événement jamais vu dans la CGT. Il y a eu dans plein de congrès des votes contradictoires où des fois la direction était mise en minorité sur tel ou tel amendement, mais jamais sur un rapport d'activité qui juge le bilan de l'exercice d'une direction confédérale. Premier aspect. Et ensuite, tout le long du congrès, le débat sur le document d'orientation a été marqué par, dans chacun des votes quasiment, une défaite de la direction sortante et un vote majoritaire sur les propositions des congressistes. Et troisième défaite, celle qui était proposée par Martinez et d'ailleurs la commission exécutive confédérale sortante pour le remplacer, Marie Buisson, a été battue. Alors, cette triple défaite, je dirais, historique, a eu des conséquences qui se sont traduites notamment par exemple, le fait que quand il y a eu l'assassinat de Naël et le soulèvement des jeunes dans de nombreux secteurs, de nombreuses villes, il y a eu un appel d'une centaine d'organisations contre la répression violente des jeunes. Et contrairement à ce qui s'était passé en 2005, où les jeunes avaient été isolés du mouvement syndical, là, euh, avec la Confédération CGT, la France Insoumise et une centaine d'organisations, il y a eu à deux reprises des appels contre cette répression policière. C'est une des conséquences indirectes du Congrès confédéral. Il y en a eu d'autres, mais en même temps, contradictoirement, depuis, parce qu'on discute un an après, on peut mesurer des signes, je dirais, contradictoires à ce qui s'est passé au moment du Congrès. Alors, signes contradictoires, d'abord par le fait que une décision qui avait été prise dans le Congrès de rompre les discussions en cours avec la FSU et Solidaire, c'était un mandat du Congrès, a été subrepticement remise en cause par le fait que des groupes de travail avec la FSU ont recommencé pour aller vers une fusion. Alors, quoi qu'on pense sur le fond du bien fondé ou non de cette initiative, le fond du problème est une question de démocratie du mandat du Congrès. Et à minima, si des responsables pensaient qu'il faut reprendre ces discussions, il faudrait au moins un comité confédéral national pour acter cette remise en cause du vote du Congrès. Alors, il y a eu ensuite d'autres aspects peut-être un peu inquiétants dans des prises d'opposition de la Confédération CGT, mais le plus important à mon sens, c'est le retour de Bernard Thibault. Parce que sous couvert de préparation des Jeux Olympiques, on voit aujourd'hui Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, qui n'avait plus de rapport avec la direction depuis une dizaine d'années, être invité au bureau confédéral, à la CE confédérale, et jouer un rôle très important. On sait que, et c'était de notoriété publique, que les relations entre Martinez et Bernard Thibault n'étaient pas au beau fixe. Et on sait également que Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, depuis 20 ans, depuis la mobilisation du CPE, était très liée à Bernard Thibault. Mais là, Bernard Thibault revient quasiment comme un chef un peu souterrain de la Confédération CGT, et contradiction avec
ce qui s'était passé au Congrès. Et il a multiplié des déclarations et interviews récemment dans la presse qui sont inquiétantes. En particulier, arguant du fait qu'il co-préside depuis 2018 le comité de suivi de la charte sociale des Jeux Olympiques, signé d'ailleurs par toutes les organisations syndicales et patronales, et qu'il est à ce titre au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il a multiplié des déclarations, dont dans l'Ouest France, une déclaration qui a heurté beaucoup de militants en déclarant: si on sait anticiper, il n'y a pas de raison d'avoir des grèves. Or, cette histoire des Jeux Olympiques va avoir des conséquences importantes pour des millions de salariés et pour le mouvement syndical. Dans cette interview à Ouest France, je me permets de citer, Bernard Thibault écrivait, c'était en décembre: en 2012, j'étais encore secrétaire général de la CGT. La ville de Paris était candidate à l'accueil des Jeux Olympiques. Les villes concurrentes ne se privaient pas de pointer les risques de troubles sociaux, exprimant leur crainte de désordre et de grève. Pour répondre à ces inquiétudes, j'ai alors élaboré, en lien avec Bertrand Delanoë, qui était alors maire de Paris, une charte sociale. Or, on voit bien que la motivation décrite par Bernard Thibault, c'est pour éviter les grèves. Et au nom de cette charte sociale, il faudrait que finalement, il n'y ait pas de grève. Ça s'y pose un sérieux problème, surtout quand on réfléchit à toutes les conséquences aujourd'hui de la manière dont se préparent les Jeux Olympiques. Alors, je peux énumérer en vrac, tout le monde sait à peu près, les bouquinistes sont chassés, les installations sportives pour les jeunes pendant les vacances sont réquisitionnées, les logements étudiants sont réquisitionnés, il y a une explosion des tarifs de l'hôtellerie et du coût immobilier, les congés des personnels de la ville de Paris, et particulièrement ceux de la propreté de Paris, sont remis en cause. Un décret a remis en cause pour les salariés du commerce les repos hebdomadaires et les congés le dimanche, et toute une série d'autres salariés vont être impactés, ceux des transports évidemment et plein d'autres. Et finalement, euh, le rôle de Bernard Thibault est de dire: pas de grève. On apprend par exemple que le syndicat CGT de la RATP vient de déposer un préavis de grève à partir du 5 février jusqu'à fin septembre, compte tenu des conditions de travail et de l'absence de primes et d'augmentation de salaire. Alors, on pourrait dire qu'en cherchant à éviter les grèves et en se portant garant de la bonne tenue des Jeux Olympiques, Bernard Thibault joue son rôle de membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques et de président de la charte sociale. Mais la direction confédérale de la CGT, en emboîtant le pas de Bernard Thibault, ne risque-t-elle pas de perdre son âme et d'effacer tout l'acquis du Congrès? C'est toute la contradiction dans laquelle maintenant va se situer la Confédération CGT. Et comment voyez-vous les conséquences de tout cela sur le mouvement syndical? Les conséquences sur le mouvement syndical, je dirais, ça dépend de quel point de vue on se place. Dans l'immédiat après Congrès confédéral de la CGT, indiscutablement, les militants d'abord de la CGT ont apprécié comme sous-produit du Congrès les premiers pas et les premières déclarations de Sophie Binet, et les relations avec les autres organisations syndicales étaient marquées par, disons, une place nouvelle occupée par la Confédération CGT. Mais très vite, dans la foulée du fait que la réforme des retraites est passée, l'intersyndicale
s'est rompu. Il y a eu en particulier le 1er décembre dernier une réunion qui a acté la fin de l'intersyndicale. Il y a eu un article dans Le Monde le 24 novembre dernier qui annonçait cette rupture sous le titre Les organisations de salariés vont mettre en sommeil l'intersyndicale au cœur du mouvement contre la réforme des retraites. Et dans cet article, on lit des déclarations d'une part de responsables confédéraux, notamment de la CFDT et d'autres, qui disent qu'il n'y a plus aucune base d'unité entre les confédérations, et de l'autre côté, Sophie Binet qui s'arc-boute pour maintenir l'unité des confédérations. Mais la caractéristique commune aux déclarations des uns et des autres, c'est qu'il n'y a pas un mot sur le fond des revendications des salariés. Donc c'est un débat pour ou contre l'unité, indépendamment des revendications. Et alors ce point de vue, disons, de s'arc-bouter sur une unité des confédérations indépendamment de toute revendication, marque un peu les pas de la direction confédérale de la CGT depuis un moment. Il y a eu en décembre l'Euro-manifestation à Bruxelles, dont aucun salarié n'a vraiment entendu parler. C'est les Euro-manifestations habituelles. Les seuls qui ont cherché à donner de l'importance à cette Euro-manifestation, c'est les responsables confédéraux de la CGT, mais tout ça au nom d'une unique raison, l'unité, l'unité à tout prix au sommet. Et alors, ça s'est traduit récemment par rapport à la loi Darmanin. Et de manière, disons, préoccupante. Il y avait au mois de décembre un collectif qui s'était constitué avec une centaine d'organisations, des organisations démocratiques, des collectifs de sans-papiers, des organisations syndicales, des organisations politiques pour exiger le retrait de la loi Darmanin. Et ces organisations, fin décembre, se mettent d'accord pour appeler à une manifestation le 14 janvier pour le retrait de la loi Darmanin. Et subitement, un appel de 201 personnalités, la caractéristique essentielle, c'est qu'il y avait dedans les responsables politiques du PC, du PS, des Verts et toutes les confédérations syndicales, appelé le 21 janvier contre la manifestation du 14. Et pas du tout sur les bases du retrait de la loi Darmanin. Cette décision prise dans le dos de la réunion unitaire a été ressentie comme un coup de poignard et venant en particulier de la Confédération CGT qui avait été initialement dans ces réunions. Et je citerai pour bien indiquer la préoccupation de cette unité à tout prix au sommet, la déclaration des collectifs de sans-papiers qui n'ont pas appelé au 21 janvier et qui ont expliqué en quelques mots pourquoi. Alors, je me permets de citer quelques passages de leur déclaration. Les manifestations du 14 janvier ont été initiées par les collectifs des sans-papiers de la région parisienne et organisées avec 500 organisations, dont beaucoup de structures locales. Ces manifestations du 14 ont montré qu'il existait une riposte unifiant les personnes sans papier et celles et ceux qui ont des papiers. Ce mouvement s'est levé dès le soir du vote le 19 décembre. Nous, collectifs, nous n'étions pas invités à une réunion organisée par l'organisation Singa. C'est faite dans le dos de cette réunion du 19 décembre. Alors, il est sorti un premier appel demandant au président Macron de ne pas promulguer la loi. Ce texte ne mentionnait aucune des revendications pour lesquelles nous nous battons depuis des années. Et ce texte des collectifs de sans-papiers poursuit en disant, face à cette carence, nous avons proposé aux organisations regroupées dans les différents réseaux une réunion pour le 22 décembre. À cette réunion ont participé une centaine de personnes représentant une soixantaine d'organisations, de collectifs, d'associations, de syndicats.
la date du 14 janvier a fait l'objet d'un consensus majoritaire. Et alors que des centaines d'organisations avaient déjà signé, alors que des initiatives étaient programmées dans des dizaines de villes, nous avons appris avec surprise le 7 janvier au soir cet appel de 201 personnalités pour le 21, avec le fait, disent-ils, qu'aucune de nos revendications historiques n'était reprise. Dans cette démarche, nous nous sommes sentis trahis et non respectés. Alors, je pourrais poursuivre la lecture, mais ils ajoutent, les initiateurs de l'appel du 21 ont semé les graines de la division avec celles et ceux qui se battent depuis des mois contre cette loi raciste. Et réaffirmant la revendication du retrait de la loi, ils ont donc décidé, en ayant appelé au 14 janvier, à ne pas appeler aux manifestations du 21 janvier. Alors, je me suis permis de lire ça en plus long, mais parce que ça éclaire, si vous voulez, ce que signifie l'acharnement de Sophie Binet et de la nouvelle direction confédérale à privilégier l'unité à tout prix, indépendamment de tout contenu, au sommet, et là, dans le cas présent sur la loi Darmanin, contre le mot d'ordre de retrait. Alors, ça a des implications bien au-delà de la loi Darmanin, et ça va faire partie des discussions à tout le moins dans les prochaines semaines et prochains mois dans la CGT. Merci Daniel. Et quelques mots pour conclure? Oui, alors les quelques mots, c'est les rapports du mouvement syndical et de la CGT en particulier avec la France insoumise. On se souvient que dans le mouvement des retraites, il y avait eu des polémiques très virulentes de Martinez contre Mélenchon notamment, lorsqu'au moment du débat à l'Assemblée nationale en février, les dirigeants du PC, du PS, des Verts et tous les chefs de l'intersyndicale disaient il faut absolument voter l'article 7, c'est-à-dire celui prévoyant le passage à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein, et à l'inverse, les députés France Insoumise faisaient en sorte et ont fait en sorte que le débat dure le plus longtemps possible, et ce qui fait que la loi n'a pas pu être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, ce qui a donné une impulsion pour la mobilisation. Alors, je rappelle ça parce que l'argument invoqué à l'époque contre la France insoumise était l'indépendance des organisations syndicales vis-à-vis des partis politiques. En l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup d'indépendance vis-à-vis du PS et du PC. Mais la référence permanente était la charte d'Amiens. Et là, je crois qu'il faut préciser une question. Parce que pendant de nombreuses années, les confédérations syndicales ont mis en avant à juste titre la charte d'Amiens pour préserver leur indépendance syndicale vis-à-vis des dirigeants du PS et du PC, notamment la CGT, après sa rupture avec le PC et le stalinisme, s'est également réclamé de la charte d'Amiens. Mais aujourd'hui, brandir la charte d'Amiens alors que le poids des dirigeants du PS et du PC sur le mouvement syndical n'est plus du tout le même, n'a qu'une signification contre un lien avec la France insoumise. Et là, il y a un véritable problème. Il y a eu des actions communes entre la CGT et la France insoumise, notamment au moment de l'assassinat du jeune Naël et des prises de position contre la répression policière. Mais depuis, Sophie Binet a multiplié des polémiques avec Mélenchon, un peu comme l'avait fait Martinez. Alors des polémiques de surcroît, il faut le dire, mensongères, puisque Mélenchon avait affirmé que France Insoumise était sans doute celle qui avait le plus de militants dans la CGT, et elle avait prétendu, dans une lettre à Mélenchon, qu'il
il aurait affirmé que c'était la France insoumise qui avait fait le congrès de la CGT. Bon, ce qui était évidemment faux et qui n'avait qu'une signification, établir une sorte de barrière absolue entre la Confédération CGT et la France insoumise. Et ça, c'est dommageable pour toute la suite des développements. Parce que la charte d'Amiens parle de l'indépendance vis-à-vis des partis, mais du patronat et de l'État. Or, aujourd'hui où la France insoumise affirme une ligne indiscutablement de rupture avec le système, de rupture avec Macron, vouloir à tout prix ériger des barrières entre le mouvement syndical et la France insoumise, c'est en fait rompre avec une ligne d'indépendance vis-à-vis de l'État. Et c'est ça, comment dirais-je, manifester une solidarité avec les appareils de la gauche d'avant qui s'accommodent du système. Et donc là, on a un débat qui n'est pas que propre à la CGT, mais qui va concerner tout le mouvement syndical dans la prochaine période. Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Eh bien, je te remercie, Daniel.